Bonjour, bienvenue pour cette dernière leçon de la partie optique et propagation du cours Physique 2 donné dans le cadre du réseau MEDNET-U. Cette leçon est consacrée à l'aspect électromagnétique de la lumière et s'intitule Optique électromagnétique. Elle est organisée de la façon suivante. Dans un premier temps, nous repartirons des équations de Maxwell pour redémontrer les équations de propagation d'une onde dans le vide. Puis, nous verrons les relations constitutives de la matière et finalement les équations d'onde. Nous passerons ensuite à la définition des ondes planes harmoniques qui vérifient les équations de Maxwell. Nous verrons le cas particulier de l'équation de Helmholtz. Pour ensuite continuer avec les ondes transverses électriques ou magnétiques. Et finalement définir l'intensité des ondes planes harmoniques. Donc, commençons par la première partie du cours qui est reliée aux équations de Maxwell. Alors, les équations de Maxwell sont des équations qui permettent, dans un premier temps, de relier les champs magnétiques aux propriétés de la matière. Vous avez la première équation ici, qui est divergence de B égale 0. La deuxième, rotationnelle de H, égale J, plus la dérivée partielle de D sur dt. Alors, quelles sont ces quantités? Qu'est-ce qu'elles représentent? B représente le champ magnétique. Vous l'avez sûrement déjà vu dans les cadres des cours de magnétostatique. Le fait que la divergence de B soit nulle montre en fait le fait qu'il n'existe pas de source magnétique élémentaire comme l'électron peut être la source électrique élémentaire. H représente l'induction magnétique et J représente la densité de courant qui passe dans le matériau. Alors, que représente D? En fait, D est relié au champ électrique. Les champs électriques sont définis par les deux équations de Maxwell suivantes. La première nous dit que la divergence de D est égale à ρ. La deuxième, que le rotationnel de E vaut moins D de B sur dt. Alors, que sont D, ρ et E? E est le champ électrique. D est le vecteur déplacement électrique. Et ρ représente la densité de charge. Vous avez déjà sûrement vu le champ électrique et la densité de charge dans le cadre des cours d'électrostatique. Néanmoins, ce qu'il faut remarquer par rapport aux cours que vous avez eus en électrostatique ou en magnétostatique, c'est que nous avons deux équations de Maxwell, celle qui lie le champ H au vecteur déplacement électrique D et celle qui lie ici le rotationnel de E au champ magnétique B, qui lie les champs électriques à la dépendance temporelle des champs magnétiques ou les champs magnétiques à la dépendance temporelle des champs électriques. C'est la base de le phénomène de base qui va nous amener à avoir la propagation des ondes électromagnétiques. Néanmoins, nous avons pour l'instant quatre champs qui sont inconnus, qui sont B, H, E et D, et chaque champ ayant trois composantes, ça fait un nombre considérable d'inconnus, et nous n'avons que quatre relations, qui sont les quatre relations de Maxwell. Pour pouvoir résoudre le problème, nous avons besoin d'autres relations. Ces relations sont les relations constitutives. Alors, la première relation permet de relier le champ B
au champ H. Elle nous dit que B vaut mu H, que le mu pouvant être décomposé en mu0, mu R, et on retrouve bien sûr ici H. Donc mu est appelé la permittivité magnétique, mu0 est appelé la permittivité du vide, et mu R est la perméabilité relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un matériau quelconque, le champ B va être relié au champ H à travers la quantité mu, que cette quantité mu peut être décomposée en deux parties. La première qui est la permittivité du vide et la deuxième qui est la permittivité relative qui dépend du matériau dans lequel les champs B et H existent. Alors, il faut noter que mu ou mu R ne sont pas forcément des nombres scalaires. Cela peut être des tenseurs qui dépendent de l'espace et aussi ce ne sont pas forcément que des nombres réels, ça peut être des nombres complexes. Deuxième relation constitutive, c'est celle qui va permettre de relier E, le champ électrique, à D, le champ déplacement électrique. Alors, on peut écrire que D, c'est égal à epsilon 0 que multiplie E, plus un vecteur polarisabilité. Ce vecteur polarisabilité peut s'écrire en fonction du champ électrique de la façon suivante. P égale epsilon 0 qui fois E. Donc, on peut réécrire que D vaut epsilon 0 1 plus qui fois E, c'est-à-dire epsilon 0, epsilon R, E, ou bien sûr, epsilon R vaut 1 plus qui. Donc, epsilon est appelé la permittivité électrique. Epsilon 0, comme dans le cas des champs magnétiques, epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Et epsilon R est la permittivité relative. Alors, avant d'aller plus loin, il est important de noter la signification des mu R et des epsilon R. En fait, à travers epsilon R ou qui, ici, on décrit complètement le matériau dans lequel se propagent ou existent les champs électriques et magnétiques. Ça veut dire que déterminer cette constante-là, cette valeur-là, cette valeur qui ou cette valeur epsilon R, c'est caractériser un matériau. Si epsilon R est un nombre complexe, selon la valeur de sa partie imaginaire, on pourra avoir un matériau qui amplifie ou qui atténue le champ électrique. Si epsilon R est un scalaire, on aura un matériau qui sera isotrope. Si epsilon R est un tenseur, on aura un matériau qui est un isotrope, etc., etc. Il est important de noter que toute la physique du matériau, du médium dans lequel le champ électrique et le champ magnétique sont créés, est contenue dans epsilon R ou dans mu R. Alors, passons maintenant au cas plus spécifique de l'optique. En optique, en général, de façon évidente, si vous vous rappelez ce que nous avons vu en optique ondulatoire précédemment et en optique géométrique, on se propage à travers des matériaux transparents. Autant dire, ce sont des matériaux qui sont des milieux isolants et non chargés, sur lesquels il n'y a pas de charge électrique. Donc, ça veut dire que les densités de courant sont nulles, que les densités de charge sont nulles aussi, et que epsilon vaut epsilon 0 que va multiplier epsilon R, et que dans le cas particulier des milieux homogènes, cette quantité est un scalaire. D'autre part, les milieux de l'optique sont en général des milieux non magnétiques. Donc, mu égale mu0. Si
on applique toutes ces simplifications aux équations de Maxwell, on va pouvoir déterminer les équations d'onde reliant les différents champs. Alors, quel est le point de départ? Le point de départ, c'est les équations de Maxwell réécrites avec les connaissances que nous avons acquises à travers les relations constitutives et le fait que nous sommes dans des milieux homogènes et non chargés. Donc, nous avons les 4 équations de Maxwell. Cette fois-ci, on a l'équation divergence de B égale 0 devient divergence de H égale 0, puisque B est proportionnel à H. L'équation divergence de D égale ρ devient divergence de E égale 0, puisqu'il n'y a pas de charge et puisque E est directement proportionnel à D, puisque le milieu est homogène et transparent. Donc on a epsilon qui vaut epsilon 0 fois epsilon R. Et dans la troisième relation, on retrouve rotationnel de H qui vaut epsilon D de E sur dt. Le terme de courant n'est plus là. Et rotationnel de E qui vaut moins mu0 D de H sur dt. B a été remplacé par sa valeur mu0H. Pour pouvoir dériver les équations d'onde à partir de ce système, nous avons besoin d'une relation mathématique utile qui est la suivante. Le rotationnel du rotationnel d'une grandeur est égal au gradient de la divergence de cette grandeur moins son Laplacien. C'est une formule qui peut sembler complexe et relativement barbare. Néanmoins, elle va nous être très utile. En effet, nous avons vu que nous avons ramené les équations simplement au cas du champ E et du champ H. Donc, commençons à traiter le cas du champ E. Nous avons que le rotationnel du rotationnel de E, eh ben, ça va être tout simplement en utilisant l'équation de Maxwell, mu0 que va multiplier le rotationnel de D de H sur dt. Mais nous savons aussi que le rotationnel de H vaut epsilon D de E sur dt. Donc, en remplaçant et en réinjectant cette valeur du rotationnel de H dans cette équation-là, nous allons obtenir que le rotationnel du rotationnel de E vaut moins mu0 epsilon, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Nous voyons ici que nous avons réussi à supprimer H de la relation. Nous avons une relation spatiale ici du champ électrique E et une relation ici temporelle. Nous nous approchons en fait de l'équation d'onde. Pour arriver définitivement à l'équation d'onde, nous repartons de la relation que nous avons obtenue et nous la développons en utilisant le formalisme mathématique, la relation utile que je vous ai présentée tout à l'heure. Ainsi, rotationnel de E va valoir le gradient de la divergence de E moins le Laplacien de E. Or, la divergence de E est nulle, c'est une des équations de Maxwell. On obtient donc que le rotationnel du rotationnel de E vaut moins Laplacien de E. Et si on réinjecte ça dans cette équation, nous obtenons finalement l'équation d'onde. Nous avons donc que Laplacien de E moins mu0 epsilon, la dérivée seconde de E par rapport au temps, vaut 0. Nous reconnaissons ici la forme de l'équation d'onde que nous avons présentée dans le cadre de la leçon sur l'optique ondulatoire. Néanmoins, il faut remarquer que ce n'est pas une équation d'onde que nous avons ici, mais 3 équations d'onde, puisque E est un vecteur, donc toutes ces coordonnées vérifient cette relation, c'est-à-dire les coordonnées selon l'axe X, Y et Z. Passons maintenant au cas du champ H. Alors, pour trouver l'équation d'onde du champ H, on va procéder exactement de la même façon. La différence, c'est qu'on ne va pas partir de la même équation.
Nous partons cette fois-ci de l'équation de Maxwell qui nous dit que rotationnel de H vaut epsilon d2 sur dt, et nous prenons le rotationnel de chacun des membres. Donc ici, rotationnel de H, et ici, epsilon rotationnel de d2 sur dt. Le epsilon est sorti du rotationnel, car comme nous sommes dans un milieu homogène, epsilon est une constante. Bien sûr, nous avons l'autre équation de Maxwell qui relie rotationnel de E à H, à la dépendance temporelle de H. Donc on va réinjecter la valeur de rotationnel de E dans cette équation pour obtenir la relation suivante. Rotationnel de H vaut moins mu0 epsilon, la dérivée seconde de E par rapport au temps. Comme dans le cas précédent du champ E, nous avons réussi à éliminer le champ électrique de la relation permettant de déterminer H. Et nous avons ici une dépendance spatiale et ici une dépendance temporelle. On va donc procéder comme précédemment en appliquant la formule mathématique rotationnelle d'un vecteur vaut le gradient de sa divergence moins son laplacien. La divergence de H, on sait qu'elle est nulle. C'est une des équations de Maxwell. On a donc que rotationnel de H vaut moins laplacien de H. Si on remplace le rotationnel de H par sa valeur dans cette équation, on obtient l'équation d'onde pour le champ H. Alors, c'est une équation qui a la même forme que celle du champ E, c'est-à-dire laplacien de H moins mu0 epsilon, la dérivée seconde de H par rapport au temps, égale 0. Bien sûr, cette équation cache 3 équations pour chacune des coordonnées du champ H. Si on identifie cette relation avec celle que nous avions vue précédemment dans le cadre de l'optique ondulatoire, on peut déterminer la vitesse de phase de l'onde. Donc, comment faire pour déterminer la vitesse de phase? On prend les équations d'onde que nous venons de déterminer et on les identifie avec la forme générique de l'équation d'onde. On remarque que la dépendance temporelle de l'onde, ici, est précédée par un facteur 1 sur v phi au carré. Donc si on identifie, on s'aperçoit que la vitesse de phase pour l'onde E et pour l'onde H, E est ici et H est ici, vaut 1 sur racine de epsilon mu0. D'accord? Et on peut noter que la vitesse de phase est identique pour les deux champs. Ce n'est pas surprenant puisque E et H sont liés à travers les équations de Maxwell. Donc, puisqu'on connaît la vitesse de phase, nous pouvons maintenant redéterminer l'indice de réfraction, mais cette fois-ci en nous basant sur ce que nous savons des équations de Maxwell et affiner encore la définition de l'indice de réfraction. Donc, dans le vide, nous savons que la vitesse de phase vaut 1 sur racine de epsilon 0 mu0, qui est tout simplement la vitesse de la lumière dans le vide, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, je vous le rappelle. Et on peut donc en déduire que l'indice de réfraction, qui est tout simplement la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de phase de l'onde dans un milieu donné, vaut racine de epsilon mu0 sur racine de epsilon 0 mu0, dont on déduit que l'indice de réfraction vaut tout simplement racine de epsilon r. Cette relation nous dit que c'est l'indice de réfraction qui décrit la nature du matériau dans la propagation de l'onde. Voyons maintenant le cas particulier de l'onde monochromatique.
L'onde est monochromatique, cela veut dire qu'elle n'émet qu'à une seule longueur d'onde, ou, puisque la longueur d'onde et la fréquence sont fixées et reliées, à une seule fréquence. Donc on peut écrire l'onde de cette façon-là. E de R et de T devient partie réelle d'une dépendance simplement spatiale de l'onde, de E de R, exponentielle j oméga t, où oméga est la pulsation. On fait de même pour le champ H. On en déduit donc que l'équation de Maxwell qui concerne E se simplifie. En effet, la dérivée d'une exponentielle étant une exponentielle, ici, la dérivée seconde de E par rapport au temps fait tout simplement apparaître un terme ici, oméga carré, devant le champ E, et la dérivée temporelle est supprimée. Cette équation-là devient donc celle-là. Laplacien de E plus n carré k0 carré, E égale 0. L'intérêt, c'est que nous avons supprimé la dépendance temporelle de cette relation. On procède de même pour le champ H et on obtient ici le même type de relation. Ces relations dans lesquelles nous avons supprimé la dépendance temporelle en supposant que nous avions des ondes monochromatiques sont appelées les équations de Helmholtz. Bien, passons maintenant aux ondes planes monochromatiques. Alors, qu'est-ce qu'une onde plane? Nous avons déjà vu ça dans la partie optique ondulatoire, mais il est toujours bon de rappeler les choses. Une onde plane est une onde qui se propage selon une direction donnée. Ici, c'est la direction Z, et pour laquelle l'onde a une valeur constante dans des plans transverses à l'axe de propagation. Alors, si on applique ça au cas particulier des ondes électromagnétiques, et en particulier au cas du champ E, ça veut dire que les dérivées partielles par rapport à X des champs et par rapport à Y sont nulles. Donc, l'équation de Helmholtz se réécrit, non plus laplacien de E plus n carré K0 carré E égale 0, mais cette fois-ci, le laplacien de E est ramené simplement à la dépendance de E par rapport à Z. C'est-à-dire la dérivée seconde de E par rapport à l'axe de propagation plus n carré K0 carré E est nulle. La résolution de cette équation peut aussi être faite dans le cas du champ H. Alors, on applique exactement les mêmes hypothèses et cela donne les mêmes résultats. On peut donc résoudre cette équation en partant de l'équation d'Helmholtz et en intégrant l'équation d'Helmholtz. Voilà ce que l'on obtient pour le champ E. On a E de x, y, z et t qui vaut E0, donc un vecteur constant, cosinus oméga t moins n kz. C'est-à-dire que l'amplitude de l'onde ne dépend que du temps et que de la propagation. On voit qu'il n'y a aucune dépendance selon x et y, ce qui confirme notre hypothèse d'onde plane au départ. Bien sûr, on a le cas identique pour le champ H, avec toujours la présence de E0 et de H0 ici. Alors, si on a déterminé la dépendance à travers les équations de Helmholtz, on ne sait toujours pas quelles sont les valeurs de E0 et de H0 et comment sont ces vecteurs. Pour savoir ça, il faut repartir des équations de Maxwell et étudier les relations entre les différents champs à travers ces équations. D'après les équations de Maxwell, on déduit que H0 est
E0 sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. On voit aussi que H0 est orthogonal à l'axe de propagation et que E0 l'est aussi. D'autre part, on peut déduire le rapport entre E0 et H0. E0 sur H0 vaut mu0 sur epsilon à la puissance 1,5. Ce rapport est appelé l'impédance du milieu. État 0, qui est tout simplement le rapport mu0 sur epsilon 0 à la puissance 1,5, est l'impédance d'onde du vide. Alors, que peut-on dire de ces relations? On remarque que les champs E et H sont orthogonaux à l'axe de propagation. On parle donc d'ondes transverses électriques et magnétiques, ce que l'on note de façon abrégée, ondes planes TEM. Alors, une fois que l'on connaît la position des champs les uns par rapport aux autres et la façon dont l'onde se propage, nous sommes intéressés à connaître l'intensité véhiculée par l'onde. Alors, représentant déjà pour l'instant les champs électriques et magnétiques tels qu'ils sont quand ils se propagent. Donc, nous avons ici le champ électrique et vous voyez qu'il est compris dans le plan X, Z et qu'il est bien transverse et orthogonal à l'axe de propagation. Le champ magnétique est ici, il est dans le plan Y, Z et il est non seulement orthogonal à l'axe de propagation, mais aussi au champ électrique E. Alors, ce cas-là n'est pas le seul et unique cas. Il est évident que l'on peut tout faire tourner de 90 degrés et orienter E selon l'axe Y et H selon l'axe X. C'est ce que les opticiens appellent les cas TE et les cas TM. Alors, faites attention, les notations transverses électriques et transverses magnétiques dépendent des utilisateurs et dépendent des domaines de fréquence. Une onde transverse électrique ou transverse électromagnétique n'est pas pour un opticien, n'est pas la même onde transverse électrique et la même onde transverse magnétique que pour quelqu'un qui fait des micro-ondes. Les notations sont historiquement différentes, faites attention. Si on veut être rigoureux, ces ondes, les ondes TE et TM des opticiens, sont tout simplement des ondes TEM, c'est-à-dire transverses électriques et magnétiques. Pour retrouver les orientations, il faut se rappeler que E, H et K forment un trièdre direct. Pour connaître l'intensité de l'onde, on utilise les lois de l'électromagnétisme et on sait que l'intensité, c'est tout simplement la norme du vecteur de Poynting qui vaut 1,5 de E, produit vectoriel par rapport à H étoile. Si on fait les calculs, on s'aperçoit que l'intensité de l'onde vaut tout simplement la norme de E0 au carré divisé par 2 fois l'impédance d'onde. Il est intéressant de noter que l'utilisation des équations de Maxwell nous donne les mêmes résultats que dans le cas de l'hypothèse que nous avions faite sur l'intensité en optique ondulatoire. Ça veut donc dire que tout ce que nous avons démontré et étudié en optique ondulatoire reste valide dans le cadre de la théorie électromagnétique. Comme la théorie ondulatoire complétait la théorie des rayons, la théorie électromagnétique complète la théorie ondulatoire en tenant compte du fait que nous connaissons cette fois-ci l'origine de l'indice de réfraction qui est relié à la susceptibilité relative et puis nous connaissons aussi l'orientation des champs vectoriels E et H. Donc, en conclusion de cette leçon, je dirais que la lumière est une onde électromagnétique, que dans un milieu homogène, une onde électromagnétique
plane et transverse, et que l'intensité lumineuse est proportionnelle au carré du champ électrique. Alors, ainsi se finit la partie optique et propagation du cours de physique 2. Je vous en rappelle les points principaux. Au cours donc, des premières leçons, voici un résumé de ce que nous avons vu. Tout d'abord, nous avons introduit les lois de Descartes-Snell qui sont basées sur l'optique géométrique et qui nous permettent de définir comment se comporte un rayon transmis et réfléchi lorsqu'il arrive sur un dioptre. Donc, tout d'abord, les rayons transmis et réfléchis sont dans le plan d'incidence. Ensuite, le rayon réfléchi vérifie la relation θi égale θr, où θi est l'angle d'incidence et θr est l'angle de réflexion. D'autre part, le rayon transmis vérifie la loi n1 sinus θi égale n2 sinus θt. En utilisant les lois de Descartes-Snell, nous avons pu aussi traiter le cas des systèmes optiques. Nous avons vu que n'importe quel système optique pouvait être ramené à 4 paramètres principaux, qui sont ces plans principaux ici, 1 et 2, et ces points focaux, 1 et 2. En fixant certaines dimensions et en mettant les bonnes conventions, nous avons pu ainsi déterminer les lois qui permettent de relier les dimensions et la position d'un objet par rapport à un système optique à celle de son image. Je vous rappelle que les dimensions au-dessus de l'axe optique sont positives, celles au-dessous de l'axe optique sont négatives, les dimensions à gauche d'un point de référence sont négatives, celles situées à droite sont positives. D'autre part, quand le système est entouré d'air, la distance focale à droite et à gauche sont, les distances focales à droite et à gauche sont identiques. Avec tout ça, nous avons pu déterminer la taille et la position de l'image. On a fait quelques calculs en utilisant le théorème de Thalès et ça nous a permis de dériver la formule de conjugaison des systèmes optiques que l'on appelle aussi formule de Gauss et qui relie la position de l'image par rapport au second plan principal à la distance focale du système et à la distance de l'objet par rapport au premier plan principal. La taille de l'image peut être exprimée elle aussi en fonction de la distance focale du système, c'est-à-dire que le grandissement du système, le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, est donné par le rapport entre la distance focale et la distance de l'objet au premier point focal. Et si on remplace la distance de l'objet au point focal par rapport au point focal par son expression en fonction de la distance par rapport au plan principal, on a cette formule-ci. Alors, nous pouvons appliquer cette formule au cas particulier des lentilles, qui sont les éléments les plus simples que l'on peut obtenir dans un système optique. Si on positionne l'objet ici à une distance S, à une distance S', nous avons introduit la hauteur Y d'incidence du rayon sur la lentille et nous en avons déduit que nous pouvions réécrire la relation de Gauss sous une forme plus pratique qui est U' égale U moins Y sur F, qui est la relation de conjugaison d'une lentille. Alors, quand on sait traiter la conjugaison d'une lentille, il est intéressant de pouvoir propager un rayon à travers plusieurs lentilles. Pour ce faire, on a besoin de pouvoir relier la hauteur d'émergence ici du rayon à la hauteur d'incidence sur la lentille d'après. C'est ce que nous avons fait à la fin de la deuxième leçon en démontrant que l'angle d'émergence de la première lentille était égal à l'angle d'incidence sur la deuxième lentille et en reliant la hauteur d'incidence sur la deuxième lentille à la hauteur d'incidence sur la première.
Alors, nous pouvons ramener un résumé des relations de transfert et de conjugaison que nous avons déterminées au cours des deux premières leçons. Nous voyons ici la relation de conjugaison pour un dioptre et ici celle que nous avons obtenue pour les lentilles. Vous voyez qu'elles sont à peu près de la même forme. Le rapport n' sur n, n' moins n sur r, jouant ici le rôle de la distance focale. Nous avons aussi les relations de transfert donc pour un dioptre et pour une lentille. Vous voyez qu'elles sont très similaires. T est ici la distance entre deux dioptres, D la distance entre les deux lentilles. Dans le cadre de la leçon sur l'optique ondulatoire, nous avons fait le lien entre la théorie géométrique des rayons et la théorie des ondes. Si nous prenons ici une onde sphérique représentée par ces fronts d'onde, donc l'endroit où l'onde est d'amplitude égale, nous avons ici une onde plane, et on voit aussi les plans d'onde qui sont ici dans le plan transverse. Les rayons, en fait, sont les perpendiculaires au front d'onde. Donc, nous avons vérifié que l'aspect ondulatoire de la lumière ne remettait pas en cause les propriétés d'imagerie que nous avions démontrées dans le cadre de l'optique géométrique, à travers, par exemple, ici, l'exemple d'une lentille convergente, où nous avions démontré qu'une lentille convergente transforme cette onde sphérique en une autre onde sphérique dont le point source est l'image du point objet, ici. Connaissant la nature ondulatoire de la lumière, nous avons traité le phénomène des interférences, qui est dû au fait que lorsque deux ondes arrivent en un même point, l'amplitude résultante est la somme des deux amplitudes incidentes, mais que l'intensité, elle, est proportionnelle au module carré de cette somme. Donc, il apparaît dans la fonction intensité une fonction ici qui dépend de la phase relative des deux ondes l'une par rapport à l'autre. Nous avons vu un deuxième phénomène lié à la nature ondulatoire de la lumière, qui est la diffraction. Lorsqu'une onde arrive sur une ouverture ou un défaut ou un objet dont la dimension est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, cette onde est diffractée. Pour connaître la forme de l'onde diffractée, nous avons montré qu'il faut considérer toutes les sources élémentaires constituées à l'endroit de la zone diffractée et reconstituer le front d'onde global en ajoutant les fronts d'onde de toutes les sources élémentaires. Ce mode de fonctionnement est appelé principe de Huygens-Fresnel. Finalement, nous venons de voir aujourd'hui que la lumière est certes une onde, mais nous avons rajouté comme information le fait que c'est une onde électromagnétique et qu'elle est composée de champs E et H qui tous les deux vérifient l'équation d'onde. À partir de ça, nous avons pu déterminer la vitesse de phase de cette onde, qui vaut donc 1 sur racine epsilon 0 mu 0. Et à partir de la détermination de la vitesse de phase de l'onde, nous avons pu relier l'indice de réfraction à un paramètre intrinsèque du matériau qui est la susceptibilité électrique relative. On a démontré que l'indice de réfraction du matériau était égal à la racine carrée de cette valeur. Finalement, nous venons de voir que dans une onde transverse électrique et magnétique, les champs E, H et K forment un trièdre direct et que l'intensité
de l'onde électromagnétique était proportionnel au carré du champ électrique. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour la suite des enseignements dans le cadre du réseau MedNet Youth. Merci, au revoir.